Ce week-end, c'était un format de week-end sprint et je suppose que c'est ce que la F1 imaginait, on va dire, en créant ce format en termes de spectacle. On en a eu un petit peu partout. Du vendredi au dimanche, le week-end a été long et très riche en rebondissements. Salut tout le monde, bienvenue dans le Fast 5, 5 réactions sur le Grand Prix d'Autriche 2022 de Formule 1. C'est parti. On commence par la première réaction et le superbe week-end de Mick Schumacher et des Haas en général. Est-ce que l'on peut appeler ça une masterclass? En ce qui concerne Mick, oui totalement. Je vous ai dit la semaine dernière qu'il apprenait face à Verstappen, qu'il vivait sa première, on va dire, grosse bataille roue contre roue. Et boum, ça a recommencé et cette fois-ci c'était face à Hamilton le samedi et aussi le dimanche. Rien que ça, honnêtement, rien à dire, belles attaques, belle défense dans l'ensemble. Toujours assez serré, hein, vraiment giga serré, mais fair and square pour le coup, c'était assez magnifique de la part du fils du septuple champion du monde. Bon alors ils ont été deux, je crois, à la jouer vraiment très fine en sortie du virage 3, Mick et Alexander Albon, en fait pour éviter de se faire croiser, serrer bien comme il fallait à l'intérieur en sortie de ce virage-là pour couper l'élan de leur adversaire derrière. C'est très intelligent pour le coup, bravo à eux, c'est exactement ce qu'il faut faire. Alors la seule chose qu'on peut reprocher à Mick Schumacher, c'est d'avoir peut-être un petit peu trop tassé Lando Norris sur son dépassement en arrivant au virage 3. J'ai l'impression que cette année, en fait, les pilotes ont du mal à juger la largeur de leur voiture et l'espace qu'ils doivent laisser à leur adversaire. Pourtant, c'est les mêmes dimensions de largeur que l'année dernière. Mais peut-être que le feeling est pas du tout le même, en fait, dans ces nouvelles voitures. Bon alors Schumacher, à un moment ou un autre, il va en faire trop dans une bataille, car peut-être un petit peu trop de confiance, donc voilà, faudra pas être étonné, c'est normal, ça va faire partie de son apprentissage, donc je me fais pas de soucis, mais un jour ou l'autre, dans la bataille, ça va s'accrocher avec un adversaire, c'est sûr, mais c'est normal. Autrement, le rythme des Haas était absolument incroyable, que ce soit en qualif, en sprint ou en Grand Prix, ça a roulé super fort pendant tout le week-end. C'est assez étonnant vu que la voiture n'a reçu absolument aucune évolution pour le moment. Normalement, je crois qu'on devait avoir les upgrades pour la Haas, pour le Paul Ricard, mais je crois que ça sera normalement pour le Grand Prix de Hongrie, mais à vous de me dire dans les commentaires, je me souviens plus. Mais bon, pour une voiture qui n'a pas du tout évolué depuis 10 courses, c'est un super résultat. Alors vraiment dommage, hein, puisque Magnussen a eu malheureusement un problème moteur qui l'a ralenti pendant toute la course. Il a quand même réussi à finir. Autrement, les deux Haas auraient été peut-être un petit peu plus sur les talons d'Esteban Ocon, stratégiquement parlant. Finalement, ils se sont battus contre les McLaren qui, eux, ont eu du mal en règle générale sur le week-end à trouver un bon setup de la voiture, mais se sont quand même pas trop mal rattrapés en tout et pour tout le dimanche, parce que vendredi, on va être honnête, ça puait vraiment la merde pour Norris et Ricciardo. Alors 20 points de repris à Alfa Romeo en 2 courses, mais ça pointe toujours à 17 points quand même. Haas se détache des AlphaTauri. Maintenant, il faut continuer jusqu'à la pause estivale et espérer que les améliorations donnent un vrai bon coup de boost de performance pour racoler à cette jolie bataille Alpine, McLaren, Alfa Romeo. Là, il y a un truc à faire. Alors, ce qui est bien, c'est que Silverstone et le Red Bull Ring sont deux circuits vraiment différents, avec des conditions de piste différentes, et ça marchait les deux fois pour Haas. Donc, c'est pas juste un alignement de planètes ou un coup de chance et un coup du destin, mais il faut absolument comprendre pourquoi ça a bien marché et voir aussi à quel point ils ont été entre guillemets en dehors des ennuis ou des petites choses qui peuvent tâcher un week-end, et justement pourquoi ils ont réussi à tout aligner pendant un week-end qui a été chargé du coup, hein. Sur un format sprint, c'est toujours un peu plus chargé. Deuxième réaction, je suis obligé de parler des Alpines en général qui donnent un goût, encore une fois, aigre-doux. J'ai l'impression que ça a été tout ça la première partie de saison. Go rythme en qualif, les deux voitures en Q3, probablement encore un petit peu d'optimisation à faire sur les tours qualif, mais ok, ça fonctionnait bien. Départ de la sprint race, problème moteur pour Alonso, qui le fait partir dernier du Grand Prix dimanche. Honnêtement, les deux Alpines devant, oui, non seulement ça doit marquer de très gros points, et je pense que d'un point de vue perf pur, ils sont juste devant McLaren globalement. Mais en plus de ça, pendant la course, avoir deux voitures stratégiquement parlant, ça aide 1000 fois, et surtout que Alonso et Ocon, et on l'a vu l'année dernière, en général, ça travaille super bien ensemble pour maximiser les points. Et il manque toujours ces deux voitures côte à côte en haut là pour aller chercher un max de points, quoi. Alors je caresse toujours le fantasme de me dire que Ocon et Alonso ensemble, même s'ils n'ont pas le rythme de Russell ou Hamilton, auraient pu obliger un petit peu les stratèges Mercedes à regarder un petit peu plus ce qui se passait derrière eux, plus que devant, et pourquoi pas faire une petite boulette stratégique, mais bon.
ça reste encore un peu du fantasme. C'est encourageant, hein, car Ocon a été au-dessus des Haas qui, elles, se battaient avec les McLaren, mais encore un petit peu trop loin du rythme des Mercedes. Alors, Alonso qui partait de l'arrière sur une stratégie décalée, ça fonctionnait plutôt très bien. Stratégiquement, il était P7 devant les Haas et les McLaren sur des vieux pneus, donc ça allait être très compliqué pour défendre. Finalement, il retardait l'inévitable quand tout à coup, la Virtual Safety Car sort assez bien pour Alonso qui arrive pile poil dans le 3e secteur. Des médiums l'attendent au stand. Il ressort juste devant Daniel Ricciardo, donc nickel chrome, encore une fois. Super timing, parfaite exécution. Sauf que la roue avant gauche s'est desserrée en partant des stands. Il arrive quand même à ramener la voiture pour changer une nouvelle fois les pneus pour repartir 14e. Évidemment, le grand Alonso ne dit surtout pas à la radio qu'il a un pneu mal fixé, car normalement, il doit absolument s'arrêter. La FIA est intransigeante sur ce genre de problème. Un pneu qui vole, ça c'est non. Et donc, il dit juste qu'il a un problème et qu'il faut box une fois de plus. Il est passé au travers, pas de pénalité, rien de trop dangereux, la roue est quand même restée attachée pour le coup. Il y avait juste des grosses vibrations et il fallait le voir à la caméra quand même pour voir qu'elle était détachée. Je pense qu'Alonso a pas dû bien voir ce qui se passait parce qu'on est assis bas, on voit que le bout du pneu, donc on sait pas. Alors Alonso retrouve quand même les points en accrochant une P10 à l'arrivée, lâche un petit non à Tsunoda, un petit peu forceur qu'il avait probablement pas bien vu dans les rétros, mais honnêtement, sans l'incident, ça devrait facilement faire P5, P6 avec cette VSC. Encore un manque à gagner pour Alonso qui a été clairement le maître mot de sa première partie de saison, c'est dommage. Alpine à égalité de points avec McLaren pour la P4 du championnat constructeur, c'est beau et surtout ils arrivent à faire fonctionner chaque amélioration sur la voiture. Matt Harman, le directeur technique de l'équipe, me disait à Silverstone, et oui j'ai eu cette chance-là, comme d'autres employés de l'usine, qu'une des forces de l'équipe était justement la corrélation entre le tunnel, la CFD et la piste. Donc oui, ils développent pas encore une voiture des enfers, mais pour l'instant, tout ce qu'ils font comme boulot à l'usine se retrouve en piste. Et ça, c'est hyper important. Je maintiens et je signe qu'Alpine fera minimum un podium cette année, avec forcément un petit coup de pouce du destin, il n'y a aucune raison. En tout cas, ce qui est vraiment super kiffant, c'est que ce top 10 et ce milieu de peloton changent assez souvent de circuit en circuit. C'est hyper intéressant à suivre. Et on a déjà vu des batailles à 5, voire avoir 3 écuries différentes directement sur la piste en train de se battre, etc. Honnêtement, c'est juste un gros kiff. On a vu ça ce week-end, c'est beau. Vraiment, elle marche bien cette nouvelle réglementation. Bon, c'est un sujet qui revient une nouvelle fois sur la table et j'espère qu'il sera pas trop sur la table pour le prochain Grand Prix pour le coup. Mais on va parler en cette troisième réaction des track limits. Alors ça a été un gros sujet de conversation depuis plusieurs années en F1 et ça l'est toujours généralement au Red Bull Ring ou encore à la Parabolica de Monza. Mais là encore une fois, ça commence à faire beaucoup, voire trop. Il faut absolument que la FIA fasse quelque chose parce que là c'est plus possible. Alors oui, le top commentaire ce sera le fameux « on remet de l'herbe et du gravier et on n'en parle plus ». Bien joué à toi l'artiste. Et bien qu'à mon grand regret, on n'ait toujours pas mis une grosse bande d'herbe véritable de part et d'autre de la piste au Paul Ricard pour que la piste sanctionne directement le pilote qui cherche à en faire trop, malheureusement parce que ça coûte cher et que ça s'étudie aussi d'un point de vue de sécurité, dans tous les cas, rien n'a été fait. Résultat, on a des petits pélos de la FIA dont le job c'est de regarder tous les virages et de voir si les pilotes abusent des limites de piste définies clairement par les lignes blanches dans le règlement et de noter qui fait quoi. Donc aujourd'hui, non seulement on doit comprendre le bordel des stratégies, ce qui est intéressant, on doit comprendre le bordel des pénalités, et là on s'engueule tout le temps, voilà. Et en plus, on doit tenir compte sur les abus de limites de piste et tenir un petit carnet de notes de qui a fait quoi. Par exemple, vous voyez, en sortie de virage 6, on a une bande verte qui fait un chouïa plus de 2 mètres de large, donc un petit peu plus d'une largeur d'une F1, et juste derrière, vous avez le gravier. En fait, ça n'a pas de sens de dire « Oh là là, track limite pour 2 cm » quand juste derrière, t'as le gravier. C'est pas là-dessus que le pilote va gagner 3-4 dixièmes, une seconde, quoi. Quand on a de l'herbe et du gravier en sortie de virage, le pilote risque de se sanctionner lui-même, donc on n'a pas besoin de regarder ou de définir une limite de piste en disant « Ah là là, il y a la ligne blanche ». Là, pour le coup, faut avoir un peu de bon sens. Alors, dans les 2 derniers virages, oui, ok, je comprends, mais à 270 km/h, placer au poil sa voiture en sachant que tu peux avoir un chouïa de sous-virage, de sur-virage, et donc sortir un petit peu plus, tout en regardant si tu dépasses pas une ligne blanche, ça devient un peu ridicule, quoi. Faudrait faire quelque chose. Honnêtement, toutes ces track limits, on en a beaucoup parlé l'année dernière. Franchement, je suis fatigué. Les pilotes sont fatigués. Les pilotes ont gueulé quasiment tout le week-end. Dans les catégories juniors, ça a été le festival des track limits. Enfin bref, ça n'a aucun sens. Qui plus est sur un circuit qui fait seulement 10 virages. Alors dans l'idéal, j'aimerais qu'on ait une piste qui sanctionne directement. Comme ça, on se poserait même plus la question de savoir si on a des track limits ou pas.
Mais ce que l'on pourrait développer aussi, et c'est ce qui avait été amené, je crois, en Hongrie, mais il y a, je sais pas, presque 10 ans, je dirais à peu près, c'est des capteurs le long de l'extérieur du virage, positionnés de manière à ce que si la voiture touche ces capteurs, bah on sait qu'elle a les 4 roues en dehors des limites de la piste. Et boum, informatiquement parlant, ça transmet le message et on se pose plus la question. Dans tous les cas, on peut pas continuer comme ça. Faut faire quelque chose et de manière assez surprenante, mais peut-être que je me trompe. Mais au Paul Ricard, on a eu très rarement un sujet sur les limites de piste où les pilotes abusent régulièrement. Pourtant, vu le circuit en bitume géant, bah, ça devrait plus qu'inciter les pilotes à prendre vraiment leurs aises, quoi. Alors, tenir les comptes de savoir qui a dépassé les lignes blanches et qui a pris 5 secondes ou pas, c'est pas de la Formule 1, c'est de l'administratif. Et je réserve pas mon dimanche pour voir ça à la télé personnellement, donc bon. Ça commence à me fatiguer cette histoire. Quatrième réaction, j'aurais pu parler du calvaire de Pierre Gasly qui a absolument enchaîné toutes les déconvenues possibles et imaginables ce week-end. C'est assez incroyable. Alors, se faire sortir par Perez en dehors des limites de piste en qualif, l'accrochage avec Hamilton en sprint, l'accrochage avec Vettel, 5 secondes de plus pour limite de piste, et puis finalement il sert pas bien la pénalité. Bref, grosso modo, la totale, le cauchemar le plus absolu pour Pierre Gasly, mais non. On va parler un petit peu des Mercedes pour le coup, et on s'était quitté à Silverstone en se disant « Chouette, les Mercedes ont recollé, même si elles sont encore à quelques dixièmes au tour, c'est jouable. » Alors là, au Red Bull Ring, pas trop. Alors P3, P4 pour les Mercedes tout de même, mais à 38 secondes d'écart avec la tête de la course, c'est assez colossal. Alors il ne faut pas s'affoler, hein, les améliorations de la Mercedes ont l'air d'être moins visibles en termes de performance sur un circuit comme le Red Bull Ring, alors qu'au Paul Ricard, on peut les attendre peut-être un petit peu plus, vu qu'on a une typologie de virage qui est un petit peu similaire à celle de Silverstone. Donc, on devrait les voir un petit peu mieux, Mercedes au Paul Ricard. Et là, on parle du rythme de course, hein. En qualif, on a senti quand même une voiture qui donnait plus de confiance au pilote, mais par 2 fois, ça a donné un petit peu trop de confiance, puisque ça finit dans le mur. Alors, au moins, c'est bien, ça montre que les 2 pilotes donnent absolument tout, ils sont pas si loin que ça, mais en tout, grosso merdo, ouais, il leur manque encore un bon gros 3-4 dixièmes de perfo minimum pour bien recoller et commencer à faire réfléchir les stratèges Ferrari et Red Bull. Autrement, on a retrouvé une équipe Mercedes et un Hamilton qu'on avait connu se concentrant sur eux-mêmes en faisant leur stratégie sans trop tenir compte des Alpines ou des autres, justement pour aller le plus loin possible et ça a bien payé. Dommage qu'ils n'arrivent pas à prendre le point du meilleur tour, hein. Ça aurait été la petite cerise sur le gâteau, mais cela montre qu'effectivement, il leur manque encore un petit peu, quoi. Mais en partant d'un petit peu loin pour Hamilton et Russell, ça s'est bien terminé. Russell qui s'accroche avec Perez en début de course, c'est vraiment dommage. Perez laisse clairement suffisamment un espace, alors pas un boulevard non plus, hein, mais largement plus que nécessaire. George prend juste légèrement le vibreur qui l'emmène dans un énorme sous-virage et boum, terminé, au revoir. Perez doit abandonner. Du coup, point de vue comptable, ça fait mal à Red Bull parce que Perez n'a aucun mal à extraire la performance de la voiture et il a dû avoir quand même un bon manque à gagner, je pense, sur cette première partie de saison en ce sens. George Russell trouvait la pénalité un petit peu dure parce qu'il trouvait que Perez avait un petit peu serré, qu'il voyait pas où est-ce qu'il pouvait aller. Alors c'est pas faux, mais il est devant, Sergio Perez, et c'est à George de faire gaffe. De toute façon, ce virage, ça se finit généralement avec le pilote à l'intérieur qui sous-vire et qui tape son adversaire. 5 secondes, c'est assez standard pour un move comme celui-là, à ce virage-là, donc pas de souci. Bon alors Russell remonte quand même, hein, encore un top 5. La Mercedes est vraiment le cul entre la tête du milieu de peloton et l'arrière des top teams pour le coup. Alors seulement 4 courses où Mercedes n'a pas fini sur le podium cette année, hein, quand même. 3e podium d'Hamilton consécutif. Aucun abandon sur problème mécanique. Ça finit toutes les courses, sauf chez George avec le carton de la semaine dernière. Et du coup, ça pointe à 70 points de Ferrari au championnat. C'est pas trop mal. Pour une première partie de saison, honnêtement, c'est presque pas une surprise, j'ai envie de vous dire, en termes de performance, mais vu les problèmes qu'ils ont eus et qu'ils n'ont pas encore tout à fait fini de résoudre, c'est quand même du gros boulot. Ça a été super régulier par rapport à ce que l'on aurait pu penser. Honnêtement, une bonne grosse bataille à 3 à partir de septembre, on va dire, à la reprise, hein. Moi, ça me ferait vraiment kiffer et je me dis que c'est large envisageable. Visiblement, à chaque fois, on va avoir une réaction sur Ferrari et cette fois-ci, c'est la 5e et dernière réaction et elle fait plaisir. Honnêtement, pour une fois, c'est un giga sans faute. Tout a été parfait de A à Z, ou presque. Quand on a vu Charles monter dans sa voiture juste avant le départ, je vous le dis, là je me suis dit, merde,
le gamin là, il va gagner la course. C'est obligé en fait, il y a une sensation de confiance, de détermination absolue qu'on n'avait pas vu depuis un petit moment chez Ferrari, mais là, le Charles, il partait au combat, c'était terminé. La Verstappen, il y avait zéro chance. La bataille avec Verstappen, j'ai eu l'impression d'avoir un Leclerc plus agressif que nécessaire, tentant de superbes manœuvres, mais venant d'assez loin à chaque fois. Je suis presque sûr que ça a dû peut-être un petit peu surprendre Verstappen, mine de rien, mais Charles a vraiment tout donné. Et plongeons au virage 4 où il prend l'avantage. Franchement, c'est sublime. Vraiment sublime. Alors le reste de la course, les passes d'armes allaient quoi qu'il arrive être plus soft du fait de la différence de performance entre les voitures, due essentiellement à la fraîcheur ou non des pneumatiques de l'un ou de l'autre. La Red Bull n'était clairement pas dans le rythme et a beaucoup souffert de la dégradation des pneus. Et je vous rappelle que en début de saison, c'était exactement l'inverse. C'était Ferrari qui avait ce genre de problème. On a vraiment eu l'inverse de ce que l'on avait plutôt l'habitude de voir sur ce début de saison, à savoir une pole d'une Ferrari en performance pure qui était devant, qui tombait en course à cause de la dégradation des pneus et qui se faisait doubler par Red Bull. Et là, ça a été une pole de Red Bull qui est tombée en termes de dégradation en rythme de course et qui s'est fait dépasser par une Ferrari, voire deux. Stratégiquement parlant, vraiment un gros bravo. Faut le souligner, quand Verstappen rentre, c'est hyper facile de succomber et de claquer sa stratégie pour couvrir tout simplement. Et vu leur rythme, ça aurait probablement marché, mais non. Ils se sont écoutés, ils ont fait en fonction de leur voiture et de leurs pneus, ils n'ont pas cherché à faire des frasques, ils avaient juste confiance dans leur rythme et savaient de quoi ils étaient capables ou non. Bref, oui, continuer avec des pneus tant que tu as de la performance, c'est ce qu'il faut faire, c'est bien, c'est bon. D'ailleurs, je me dis que Verstappen s'arrête peut-être un chouïa trop tôt pour que Ferrari tombe dans le piège de basculer sur plusieurs arrêts, entre guillemets, 2 ou 3 arrêts, et vu l'évolution de la course. Sans la virtual safety car à la fin, probablement que Verstappen aurait dû quand même repasser par les stands une troisième fois. S'arrêter genre au tour 20-22 plutôt que 13, ça aurait pu mettre un petit peu plus de doute chez Ferrari et ça aurait posé pas mal de questions. Mais Verstappen avait trop de mal à extraire la perfo des pneus médiums en début de course, donc tant pis. Très bonne lecture de Ferrari. Red Bull privé d'un Sergio Pérez allait, quoi qu'il arrive, avoir du mal à résister et avait moins de cartes en main pour jouer. Mais au moins, ils sont allés au bout avec Verstappen pour marquer des gros points essentiels pour le championnat. Le doublé était obligatoire, Leclerc au-dessus de Sainz, clairement sur le Grand Prix, mais Sainz était loin d'être à la ramasse, jusqu'au problème moteur au moment de dépasser Verstappen. Encore une fois, la fiabilité touche absolument tout le monde, probablement un petit peu moins Mercedes et Honda, je dirais, à vue d'œil comme ça, mais Alpine et Ferrari en prennent plein la gueule, j'ai l'impression. Alors c'était le moment de faire le plein de points, d'autant qu'un Pérez était hors course, c'était le moment de réduire l'écart avec Red Bull et finalement, Charles et Ferrari ne reprennent que 5 maigres petits points à Verstappen et Red Bull. Vu le quasi sans faute de la Scuderia Ferrari, c'est vraiment dur, je trouve, d'être si peu payé. Et c'est aussi là où on voit que, et ça fait bizarre de dire ça, il y a une certaine sagesse chez Verstappen et Red Bull où s'ils sont pas devant, pas grave, ils maximisent le plus possible le résultat. Et toute la première partie de saison, ça a été comme ça. 38 points de retard pour Charles Leclerc, moins de 50 points de retard pour Ferrari au classement à la mi-saison. Ouais, on est loin des 46 points d'avance de Charles Leclerc après le 3e Grand Prix de la saison à Melbourne. Et chacun compte désormais 2 abandons. Alors, on le sait, depuis le début, Ferrari a une voiture pour jouer le titre. Charles a fait tout ce qu'il fallait faire, y compris la petite erreur à Imola qu'il ne refera pas, mais qui était nécessaire à faire pour qu'il gagne cette expérience-là. Carlos a eu du mal à se mettre véritablement en route. Chez Ferrari, on a commis beaucoup trop d'erreurs sur le muret des stands. Alors que chez Red Bull, on a tout maximisé et quand il fallait prendre des décisions probablement un petit peu injustes, comme à Barcelone avec Pérez, on les a prises. Alors Verstappen a été aussi très fort et a saisi toutes les opportunités qui arrivaient devant lui. Quand chez Ferrari, on se prenait les pieds dans le tapis dans le cas inverse. Et en plus de cela, les deux voitures se valent pour pas grand-chose. Donc quand Ferrari est pas là, Verstappen il chopait la win quoi. La victoire de Leclerc va servir de relance mentale pour la course au titre, pour l'équipe dans l'ensemble. Alors que chez Red Bull, on est plus en limitation des dégâts, je sais plus si ça se dit comme ça. Au pire et au mieux, ça gagne de base quoi. Après, ça fait combien de temps que Ferrari ne s'est pas battu avec une voiture qui jouait la gagne à chaque week-end et qui très clairement jouait le championnat sans aucun doute de performance? Faut réapprendre à évoluer finalement à ce niveau de compétitivité et c'est normal, les erreurs sont là, mais elles font un petit peu mal au cœur. Allez, je vous laisse avec un petit bonus, encore super rapide.
Grand bravo à Isaac Adjar, Victor Martins et Théo Pourchard qui sont encore une fois montés sur le podium en F3 et en F2 ce week-end. Ça fait super plaisir. Voilà, c'est la fin de ce Fast 5, j'espère qu'il vous a plu. On se retrouve dans 2 semaines pour le Fast 5 du Grand Prix de France. Oui, je serai sur place, si vous me voyez, n'hésitez pas à dire bonjour. N'hésitez pas pour le coup, pour ce Fast 5 là, à me donner vos réactions dans les commentaires. D'ici là, portez-vous bien. Ciao ciao.